Bonjour, suite à la peinture complète de l'épisode précédent, on a encore fort à faire pour finir cette Maserati, notamment pour corriger ma plus belle connerie. Mais vu que cette cascade de vernis a besoin d'un long séchage, on va s'occuper d'aspects plus urgents. Par exemple, vérifier que l'isolant de capot installé la dernière fois ne va pas transformer la 424V en feu de joie. Voyons voir comment il encaisse un décapeur thermique. Ça a l'air de plutôt bien se passer, mais au final, le meilleur test, ça a été le morceau que j'ai fait tomber sans le vouloir sur le collecteur d'échappement côté conducteur, et qui est resté quelques semaines. J'approuve donc ce matériau. Priorité suivante, retrouver un ciel de toit digne d'une italienne de prestige, ce qui constitue quand même un petit challenge. Parce qu'il va falloir travailler en place, donc il va falloir surtout bien protéger l'intérieur, pour pas qu'il y ait de colle qui aille partout. Mais avant ça, j'ai un tout petit peu de travail sur le toit. Entre la tôle ici, qui est le renfort du pavillon, et le pavillon, ils n'ont pas mis de mastic qui permettrait d'absorber les vibrations. Donc on entend que ça tape directement dessus. Et je l'ai déjà entendu en conduisant. Ça arrive qu'on l'entende vibrer. Voilà, donc j'ai mis du double face de chaque côté, ça a une épaisseur suffisante pour amortir les vibrations et là ça a l'air d'aller. Si vous vous demandez pourquoi il va falloir en coller une bonne partie sur place, je vais vous rafraîchir la mémoire. Sur ce modèle, le tissu n'est pas collé sur un revêtement en carton ou en plastique qu'on retire de la voiture, mais directement sur la mousse. Elle-même encollée sous le pavillon. Après avoir viré la surépaisseur de colle sèche, je peux sortir les fournitures et préparer l'opération. Et ce ciel de toit beige, c'est pour un futur projet. Alors si on est conforme à l'origine, il y a deux épaisseurs sur la mousse utilisée. Donc la plus épaisse, celle-ci, si je me souviens bien, elle va à l'arrière. Je vais aller prendre les mesures sur la voiture, ça me semble quand même bien rectangulaire. Et on va prédécouper ça avant de faire l'encollage. La résille qui est collée dessus, comme elle est collée, elle peut se décoller. Et c'est ce qu'on va faire, je vais tout virer. Et surtout, cette résille, elle nous sert à rien dans notre cas puisque elle est utile uniquement lorsqu'on coud la mousse sur du tissu. Pour éviter de faire couler de la colle partout, j'utilise le couvercle d'un pot de peinture. Ça permet d'avoir une réserve de colle à utiliser avec le pinceau et surtout, ça permet de rattraper les éventuels surplus de colle. D'ailleurs, après, je lui trouverai une autre utilité. Après avoir laissé les solvants s'évaporer, je peux enfin procéder à l'encollage et là il vaut mieux pas se louper parce que ça accroche directement assez fort. Maintenant, plus crucial et plus difficile, la pose du ciel de toit en deux parties. Je recommande vivement l'utilisation du rouleau à peinture, ça permet de bien encoller le tissu sans risquer de faire passer de la colle à travers. Je vous avais parlé d'une utilisation détournée du couvercle du pot de peinture. Voilà, en fait, en mettant une bonne dose de colle dedans, vous pouvez l'appliquer directement sur le ciel de toit et ça dépose la bonne quantité de colle. Voilà, petit chantier non-stop, comme je les aime. Oui, c'était pas désagréable. Donc voilà, c'est bon. C'est en place. C'est pas parfait à tous les endroits, mais ça me convient pas trop mal.
Au milieu, il aurait fallu tout enlever pour pouvoir recoller la partie arrondie là où la mousse s'est probablement désagrégée, mais c'est sous une rangée d'agrafes et j'ai pas du tout envie d'y toucher parce que déjà j'ai pas de quoi réagrafer par la suite. Mais voilà, c'est pas trop mal. Normalement, j'en ai profité pour réparer sommairement les rideaux arrière, c'est très important. Et puis donner un coup de propre à la plage arrière qui était bien tachée d'humidité. Je peux poursuivre le remontage avec les garnitures de porte dont les inserts bois sont en assez bon état. Ça veut aussi dire que je vais pouvoir retirer les plastiques de protection qui étaient présents depuis la sortie d'usine de la voiture. Un moment symbolique pour sa deuxième vie. C'est presque l'unique raison d'acheter une voiture neuve. J'ai bien dit que je remontais les garnitures de porte dont les inserts en bois étaient en bon état. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui le sont moins. C'est vraiment dommage, hein. Celle côté conducteur, elle est pas belle quand même. Donc j'ai poncé l'une des deux baguettes jusqu'au plaquage pour me rendre compte que lui aussi était fissuré. Ça va faire un peu de tâche à l'intérieur, ces inserts qui sont fissurés de partout. Et je pense que ça va être difficile d'en trouver en meilleur état. Mais j'ai quand même un plan. Revernir sommairement la baguette que j'ai poncée, celle d'hier, parce que bon, j'ai l'espoir quand même que ces fissures elles soient apparues après, mais qu'en revernissant ensuite on arrive à avoir un rendu qui soit quand même beaucoup plus discret que ce qu'on a là. Donc je vais m'occuper finalement en premier de la version la plus atteinte, la baguette conducteur, qui est vraiment pas présentable en l'état. Bon, j'arrive au bout du ponçage de la baguette côté conducteur. Voilà, c'est ce que j'avais déjà constaté sur la première sur laquelle j'avais fait mes tests. C'est le plaquage qui est fissuré en dessous et ça a traversé le vernis ensuite, la fissure. Je vais quand même poncer un peu plus loin pour voir si j'arrive à diminuer un petit peu la profondeur des fissures. C'est celle-là sur laquelle j'ai fait les tests au départ, à cet endroit. Il y a bien 2-3 endroits où finalement les fissures se voient beaucoup moins et j'espère surtout qu'après le vernis ce sera quasiment invisible. Et j'ai pris un coup de vieux tellement ça a duré une éternité. Le plan d'attaque ensuite pour vernir les baguettes, c'est pas l'idéal, mais je vais pas avoir trop le choix. Je vais utiliser du vernis en bombe pour faire les premières couches parce qu'il va y en avoir beaucoup et que je peux pas me préparer de la peinture solvantée parce que ça consomme trop de matériaux et de temps. Et à chaque fois que je vais faire mes 2 couches de peinture en bombe, je vais ensuite poncer pour combler toutes les crevasses qu'il y a naturellement dans le plaquage et puis pour être sûr que ça soit parfaitement lisse. Et puis je vais répéter l'opération 6 ou 7 fois avant de passer enfin le vrai vernis avec solvant que je passerai au pistolet. Je vous passe les 4 ou 5 jours que ça m'a pris pour en arriver à ce stade. Et oui, tant qu'à vernir, j'ai aussi préparé mes cendres de roue repeints avec la bonne teinte cette fois-ci. Voilà enfin le résultat final. Non, en fait c'est pas le résultat final puisqu'il reste encore un petit pôle illustré à faire dessus, mais pour ça il va falloir attendre quelques jours. Là, vu que je les ai vernis hier, c'est un peu tôt. Mais je suis content du résultat. J'avais peur que ça soit du temps perdu et que les craquelures au niveau des fêlures du plaquage apparaissent à travers le vernis, mais c'est pas le cas, donc je suis content. Je m'en serais voulu de pas m'occuper surtout de la baguette conducteur, celle-ci. Donc on voit encore les fêlures à travers le vernis, celle du plaquage. Donc c'est les lignes sombres. On en a une ici, une autre là. Mais voilà, moi je le sais, mais autrement on pourrait croire que c'est simplement les caractéristiques de ce plaquage, quoi. Je vais enfin en avoir fini avec ces bouts de bois, avec ce dernier coup de pôle illustré qui devrait les magnifier encore un peu plus.
Et je vais aussi pouvoir remonter les centres de roue après les avoir sortis de mon four naturel. Alors d'origine, ces pièces-là, elles sont pas tout à fait comme ça. La partie autour ici, celle-là, et le logo, Maserati, elles sont polies normalement et vernies par-dessus, mais vu que ça avait très mal vieilli et que c'est particulièrement chiant à faire, j'ai pas pris le risque, j'ai fait le traitement intégral. Ouais, rappelez-vous la différence de teinte. Ça, c'est très dommage quand même. Mieux. Ce qui était également très dommage, c'est l'aspect du capot. Là vraiment j'avais honte. Les couleurs c'est une chose, la peau d'orange en est une autre dont il va falloir s'occuper aussi. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait de polylustré sur la chaîne. Si vous n'êtes pas coutumier de la pratique, c'est assez simple, on ponce pour égaliser la surface et ensuite on lustre. Eh ben allons-y. Je vais commencer avec un disque 1002 pour voir ce que ça donne. Ça s'encrasse très très vite. Ce papier, c'est peut-être un peu de la merde. Je l'ai acheté spécialement pour cette occasion. C'est plutôt onéreux. Scholl Extra Heavy Cut S3. Cette première passe permet de se faire une idée de l'efficacité du combo et surtout de se faire une idée aussi du résultat final qu'on peut espérer obtenir. Là on va mieux comprendre l'intérêt de faire ce type d'opération. Et ben il reste plus qu'à faire ça encore pendant quelques heures. Voilà, je viens de finir le milieu du capot avec une passe en 1002. C'est assez long pour moi parce que mon compresseur ici c'est un 100 litres. Il faut que je rapatrie l'autre qui est 2 fois plus gros et qui se charge nettement plus vite aussi, mais pour l'instant il faut faire avec, donc beaucoup de pauses pour avoir suffisamment de pêche à la ponceuse qui en consomme beaucoup. Ça me permet aussi de prendre le temps de bien définir les endroits où il reste un petit peu de peau d'orange encore. Voilà, donc là j'ai fini le ponçage au 2000 maintenant. Je vais me redonner un coup rapide là où j'ai fait déjà le premier polissage. Bah, je peux affirmer qu'en tout cas avec un polish sans filler, donc qui artificiellement remplit pas les rayures avec un produit qui va se barrer au fil des semaines, le travail est forcément nettement plus difficile. Mais si on se dit qu'après ces rayures là vont pas réapparaître par magie après 3-4 averses, ça vaut sans doute le coup. L'avantage c'est que ce produit là il se travaille longtemps donc, et ça chauffe vraiment peu pour le coup, donc je sais pas, je vois pas comment on peut faire du dégât avec, faut juste être patient et y aller assez fermement quand même. Donc là je crois que... Après avoir fait le plus gros avec les grosses machines, il reste encore des endroits moins accessibles dont il va falloir s'occuper avec quelque chose de mieux dimensionné pour éviter de faire du dégât. Ça demandera encore un peu d'effort, mais on y est presque. Bon bah voilà, normalement c'est fini. Je vais vous montrer le résultat à la lumière du jour, mais déjà, rappelons-nous à quoi ça ressemblait au départ.
Et c'était presque comme regarder Canal+ aux heures où c'était pas en clair. On dirait que le capot est inondé de flotte, mais non. Il est juste brillant. Bon alors, c'est pas le genre de reflet qu'on voit quand une peinture est réalisée parfaitement du premier coup et quand la préparation est parfaite. Parce qu'il y a encore des déformations qui se forment lorsqu'on bouge comme ça, mais bon. De mon point de vue, c'est déjà beaucoup plus acceptable que ce qu'il y avait avant. J'en profite pour faire rouler un petit peu la Maserati. Aujourd'hui, on va retourner voir Kevin de Dauphiné Detailing. Il m'a gentiment proposé, sûrement en voyant le désespoir sur mon visage lorsque j'ai découvert les coulures de la porte avant droite, de m'aider à corriger le tir. Connaissant le professionnalisme du monsieur, je pense que ce sera difficile, mais on devrait y arriver. Je pense qu'il saura de quoi il s'agit. Ce qui est bien, c'est que je suis toujours bien accueilli là-bas. Ouais, ce jour-là, il était en train de fignoler les derniers détails sur une 911 Targa 72. Ça me fascine toujours de voir de près ce à quoi ressemble une peinture quand on vise la perfection. Et ça me désespère aussi quand je vois les miennes. Bon, on regarde de nouveau le désastre auquel on va devoir s'attaquer. Tu penses que t'en as déjà fait des coulures aussi grosses, non. Tu sais qu'il faut du talent pour réussir à faire un truc pareil. C'est vraiment un rasoir pour venir découper vraiment la goutte. Ça marche très bien sur les inclusions aussi, dans le vernis, les poussières. On essaie déjà de voir comment s'occuper des coulures situées dans l'emboutier, donc pas évidente à attaquer. Et il y a aussi celui-ci qui est pas mal, qui est une râpe en fait. Puis l'embouti, il est large aussi. Là aussi, on risque d'accrocher les arêtes. On va peut-être plutôt le travailler. Et puis là, elle est sur le rebord. Pile. Mais non, on n'arrivera pas à avoir d'appui plat pour venir râper. Ouais. Ou alors c'est travailler la traditionnelle technique au mastic avec une petite cale et venir travailler en ponçant. On aura le même souci pour remonter la brillance derrière dans cet endroit-là, mais là pour le coup la technique au mastic sera peut-être plus appropriée. Si on le prend à la main peut-être. On entame doucement l'avant de la coulure et Kevin me propose de m'y essayer. Je me fais pas prier et plante rapidement la lame dans le vernis et dans la peinture. Oui, t'es passé à travers. On peut faire une petite retouche au vernis et venir ensuite poncer la retouche de vernis. À ce stade, c'est vrai qu'on peut en mettre. Si on n'arrive à pas faire d'autres dégâts, plutôt que de tout repeindre pour ce petit accroc, Oui, il faudra pas en faire beaucoup d'autres. c'est ça. Et c'est à ce moment précis que Kevin énonce une prophétie. Le risque, c'est justement d'avoir la goutte qui saute en entier et que on attire des trucs avec. On enlève tout en fait. On a enlevé la goutte, mais oui, Avec la peinture, par rapport à ce qu'on a enlevé ici, là, La différence d'aspect. les copeaux sont tout souples, tout mous. Ouais.
ce que je peux te proposer, c'est qu'on arrête cette partie-là qui passera en peinture vernis de nouveau. Je ferai tout le bas ici. Et on peut, à la place, s'occuper d'un ou deux endroits moins problématiques que tu as vus. Ouais, on peut. Tu sais, ici par exemple. Ouais. Il semblerait que malgré les semaines de séchage, travailler sur ces coulures soit pour le moment voué à l'échec. On va donc passer à autre chose puisque il y a de quoi faire, il y a d'autres défauts. Ce qui change radicalement des approches que j'ai habituellement, c'est que dans le cas présent, on cherche à traiter le problème en essayant de conserver le maximum d'épaisseur de vernis pour qu'après ces opérations, il reste encore de la marge pour de futures corrections. Ça nous donne juste un aperçu de l'épaisseur totale, donc 315 microns, 285, 315-285, c'est à peu près la différence qu'il doit y avoir sur ta coulure. Oui. Toi, sur la peau d'orange telle que tu as vue sur la voiture actuellement, tu descendrais jamais sous le 2000 ? Oh non, là, en plus tu es en toute sécurité. Après ça dépend, si on est sur une égalisation de la peau d'orange, c'est-à-dire si tu veux vraiment l'estomper ou si tu es sur une suppression. Oui. Suppression de peau d'orange, on va plutôt aller sur du 1500. Donc là c'est pareil, on va commencer comme ça. Si tu n'es pas sûr de toi, tu viens mettre ta main. Température de fonctionnement d'un polish en général à l'eau rotative, c'est 45-50 degrés. Et il n'y a aucun risque pour ton vernis. Là c'est à peine tiède, donc on est bien. Et on arrive assez rapidement à retrouver un bel aspect de vernis avec ce combo rotative et pad assez particulier, notamment dans sa méthode de travail. Là, tu vois, on diminue la vitesse du bras, on diminue la vitesse de rotation. Et Kevin a la bonté d'âme de m'éviter de rouler avec des coulures plus visibles que jamais, vu les traces de ponçage. Bon, comme on a encore un peu de temps devant nous, je vais apprendre à estomper de la peau d'orange sans la supprimer pour obtenir un aspect usine en ce qui concerne les voitures vendues en concession sans travail de correction en tout cas. Bon, même si ces Maserati, la DB7 par exemple, bénéficiaient manifestement d'un pôle illustré complet avant d'être livrés aux concessions. L'aspect du vernis sur ce panneau est au départ moins pire que celui du capot dont je me suis occupé plus tôt, mais il y a de la marge d'amélioration. On va avoir des traces qui seront compliquées, mais on va venir vraiment travailler les doigts à plat, quasiment pas d'appui. C'est vraiment pas... c'est le papier qui travaille. Ta main, elle guide juste d'avant en arrière ton papier. Quelques traces grasses d'essuyage, mais non, sinon on est bien. Et voilà, on arrive au résultat final et cette fois-ci on a la bonne méthodologie, celle que je vais essayer de suivre. Écoute, moi je suis désolé de ma connerie surtout. Non, mais c'est... Voilà quelques vues comparatives, maintenant, avant, remattenant. Kevin, il me reste à te remercier encore une fois. Avec plaisir. Même si on n'a pas fait exactement ce qui était prévu. Petit changement de programme en Donc tu confirmes aux personnes qui ont vu la vidéo, en vrai c'est pire. Ah, en vrai c'est pire. Et on se retrouve une prochaine fois. Et puis en attendant, n'hésitez pas, la chaîne YouTube Dauphiné Detailing. Je crois que tu as aussi du monde sur le groupe Facebook. Oui aussi, une page Facebook, une page Google, quelques réseaux. N'hésitez pour pas. montrer un petit peu mon travail si ça vous intéresse. Yes. À bientôt Kevin. À bientôt Eddy, merci Salut. d'être venu. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose, cette bagnole. On est pas mal. Après ça, en passant devant le garage Ono, je me suis arrêté. Et on a regardé avec Rémi
si dans ces outils non conventionnels il y aurait quelque chose qui me permettrait de travailler dans les emboutis des portes. Il a fait préparation stage 1. Et après être arrivé à la même conclusion que Kevin, c'est-à-dire cale, ben, je me suis attaqué aux coulures en me disant que j'allais préparer le travail de peinture. Et là, il s'est passé un truc. J'étais parti pour tout déglinguer, pas de quartier quoi. Et j'ai senti l'osmose avec la lame. J'étais elle. On ne faisait plus qu'un, elle et moi. Et j'ai réussi à tout virer sans faire trop de dégâts. Donc je tiens à mes méthodes préférées quand les coulures ressemblent aux chutes du Niagara. Et après avoir appliqué les méthodologies de polissage indiquées par Kevin, voilà le résultat miraculeux auquel je suis arrivé. Bon après il faut nuancer, il me restait encore les emboutis à traiter. Et je l'ai fait, avec la cale, du 1002, du 2000 et du 2500. Et ça a plutôt bien fonctionné dans l'ensemble. Ben voilà, on est venu à bout de toutes les coulures qu'il y avait de ce côté, et c'était largement là où c'était le pire. Donc il y avait une petite goutte là, il y avait une coulure ici et là. Il y en avait une magnifique ici tout le long. Il y avait évidemment le plus gros avec des monstrueuses gouttelettes qui étaient... Enfin non, des gouttelettes, cascades je veux dire. Cascade ici, cascade là. Belle gouttelette au début de l'arête ici en dessous. Pareil là. Et un petit peu ici. Dans l'enfoncement également. Donc voilà, je suis plutôt surpris et content du résultat. Bon, il y a eu des dégâts collatéraux lorsque j'ai commencé à corriger les grosses cascades du bas des portes et du bas de l'aile. Parce qu'en fait je pensais pas que c'était sauvable, donc j'ai attaqué ça assez sauvagement et j'ai arraché un peu de peinture. Donc il faudra faire des retouches localisées. À mon avis, franchement pour ce qu'il y a, ça vaut pas le coup de faire un latéral complet, ce qui s'imposerait sinon, pour faire les choses bien. Donc ouais, je vais voir ce que j'arrive à faire avec un peu de matériel. Mais à mon avis, à la fin, ça devrait être pas mal. Donc voilà le matériel miracle. J'avais des morceaux de profilé en L, en bois là. En plus c'est de la récup. Hein. Donc j'en ai coupé un petit morceau. Et ça c'est parfait. C'est vraiment... J'aurais pas pu trouver mieux. J'ai juste arrondi les angles... sur toutes les arêtes, et selon l'arrondi que j'ai attaqué ou au plat, je fais soit la partie plane, soit l'arrondi un peu vif, soit celui beaucoup plus arrondi, et ça va très très bien en fait. Ça plus du papier 1002, 2000, 2500, et si j'avais, je passerais du 3000 également, mais c'est plus le cas, donc ouais, je vais le mettre de côté, ça peut servir. Et voilà le résultat final après avoir fait mes petites retouches de peinture et de vernis. Je trouve ça convenable. Puisqu'on en a enfin fini de la correction de mes grosses conneries de peinture, on va pouvoir s'attaquer à des trucs que je vous avais pas montrés. Ouais, les aiguilles tordues probablement à cause des trop fortes accélérations. Si on faisait quelque chose pour se débarrasser de ces aiguilles à effet spécial. Je me pose la question d'ailleurs, est-ce que les aiguilles d'origine sont toutes blanches? Ou est-ce que elles étaient oranges comme celles du turbo? J'ai vérifié et sur les photos de brochures de concession, c'est bien orange. Donc elles ont déteint. Pas qu'avec 2 vis quand même. Si. Ok. En observant bien, j'ai la confirmation concernant la couleur des aiguilles. Sous les aiguilles, ça a l'air orange. C'est la technique de la fourchette. Alors déjà, je vais voir où est-ce qu'elle arrive en butée. Divise le 0 en diagonale. Et sur celui-ci,
Max, il est calé sur 200, un tout petit peu après 280. Pour les remplacer, j'ai trouvé un matériau de dernier cri, un dérivé de la fibre de carbone. Oui, c'est un cure-dent. Et ça, c'est de la peinture pour maquette. Je l'ai utilisé pour un F4 Phantom. J'ai pas su apporter de solution à ce problème-là. Avec ce niveau de rétractation, à mon avis, c'est pas possible d'étirer le cuir suffisamment pour retrouver le montage qu'il y avait. Puis ça a beaucoup abîmé le support plastique. J'ai réussi à le déformer de nouveau, enfin à le reformer plutôt, avec un décapeur thermique pour que ça épouse un peu mieux la forme du tableau de bord. Mais je ferai pas mieux que ça, je pense. Pour être totalement franc avec vous, j'ai à moitié l'impression d'avoir réglé quelque chose, et à moitié l'impression contradictoire un petit peu d'avoir perverti l'esprit italien de cette voiture. Le ralenti à le chaud, maintenant on va voir à quel niveau il se situe. On surévalue légèrement, mais par rapport à avant, c'est quand même beaucoup plus réaliste, je pense. Oui, puisque vu le décalage des aiguilles, je les ai pas replacées exactement comme avant, donc j'en ai profité, et dorénavant, on a un tachymètre qui est juste à 2 km/h près, ce qui est très bien. Passons à un autre détail. Je vous présente une partie du faisceau qui va à la sonde de température qui commande les ventilateurs au niveau du radiateur. Une information fiable sur internet précise que ce morceau de faisceau va direct à la batterie, sans fusible, sans relais. Donc on va rajouter un fusible parce que j'aimerais éviter qu'elle finisse dans les flammes. Le voilà. Et il se met juste en dessous de la fixation de la batterie, comme ça il ne pourra pas se faire défoncer par celle-ci. Et puisque j'étais juste à côté, j'en ai profité pour remplacer les cosses de température d'eau et de température d'air qui étaient toutes pétées par un modèle provenant d'un faisceau Mercedes beaucoup plus pratique à utiliser. Et puisqu'on en est à s'attaquer aux détails, je peux peut-être m'occuper du bruit anormal que j'entendais à l'arrière gauche et qui provenait très probablement de la butée d'amortisseur. Voilà ce qui reste de la butée. Il m'en restait une pour E36 et après un petit tour sur la meule d'atelier, elle était impeccable pour être remontée. Le bruit disparu et l'intérieur remonté, on peut enfin s'attaquer au dernier chantier. Un nettoyage intégral de l'intérieur qui l'a bien mérité. Moment symbolique ici puisque j'arrache le dernier film plastique qui était présent à la sortie d'usine de la voiture.
Voilà un intérieur qui devrait avoir retrouvé un peu de sa splendeur italienne. Bien qu'on arrive au bout de l'aventure, ça a été encore un gros chantier et je commence tout juste à apprécier le résultat au-delà de toutes les petites déceptions puisqu'en règle générale, lors d'une rénovation, on arrive en deçà des objectifs qu'on s'était fixés. C'est évidemment pas pour rien que je choisis ce côté pour conclure cet épisode consacré à la 424V. C'était le témoin de ma médiocrité pour la peinture. En tout cas, je vous remercie d'être là pour regarder mes conneries et à m'encourager en plus. Je pense que c'était potentiellement le dernier épisode où on allait me voir mettre les mains dedans. On clôturera probablement avec un dernier tour avec également mes impressions, puisque j'ai fait un peu plus de 1000 km avec maintenant, il me semble. C'est presque un miracle à mon niveau. Donc je vous dis à la prochaine, probablement avec celle-ci. Ciao!